En tout cas, bonsoir, bienvenue. J'espère que vous êtes bien installés, confortablement, puisqu'on va partager cette heure qui vient ensemble pour parler d'activité physique adaptée. Bonsoir à tous. On voit tous les bonsoirs défiler dans le chat, ça fait plaisir. Alors, je vais introduire tranquillement la thématique de ce soir. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir à nouveau pour ce rendez-vous Résilience Échangeons ensemble. Nous allons parler ensemble aujourd'hui d'un sujet qui touche tout le monde, que l'on soit malade ou non, et qui affecte toutes les dimensions de notre vie, à savoir l'activité physique. Et donc, dans notre cas, avec le cancer, l'activité physique adaptée. Bouger au quotidien quand on est touché par le cancer, ça peut sembler difficile, voire inaccessible. Et pourtant, l'activité physique adaptée est aujourd'hui reconnue comme une véritable alliée. Elle peut aider à mieux supporter les traitements, à réduire certains effets secondaires et améliorer la qualité de vie tout au long du parcours de soins. Alors, comment se mettre en mouvement, quoi faire, comment, sont autant de questions que vous pouvez, que vous pouvez vous poser tout au fil de votre parcours cancer. Ce soir, c'est vraiment un moment d'échange que l'on vous propose pour que vous puissiez poser vos questions et que l'on puisse découvrir ensemble des pistes concrètes adaptées à chacun. Alors, comme d'habitude, le principe de ce soir est de pouvoir interagir ensemble avec vous, patients de notre communauté Résilience. Je me présente, je suis Anne-Sophie. J'ai cofondé une association de patients 13-30 ans face au cancer en 2013. Je suis engagée depuis plus de 10 ans sur les sujets patients, cancer et maladies chroniques. Et donc aujourd'hui, je ne me base pas sur ma seule expérience personnelle, je parle au nom des milliers de retours collectés sur le chemin. Et je suis très fière de travailler chez Résilience pour porter cette voix du patient. À mes côtés pour ce rendez-vous Résilience, j'ai la chance d'avoir Lucie Méa, qui est connectée et que vous voyez aussi à l'écran, qui est passionnée par l'activité physique depuis toute petite et qui aujourd'hui est praticienne experte en activité physique adaptée au sein de la CAMI Sport et Cancer, qui est un partenaire associatif de Résilience. Nous avons également en coulisses, que vous ne voyez pas à l'écran, nous avons également en coulisses Lucie et Sarah, qui seront également à votre écoute pour modérer les questions que vous poserez dans le chat, auxquelles nous répondrons au fil de la conversation. Petit avertissement, ni Lucie ni moi ne sommes médecins, donc merci d'éviter des questions concernant particulièrement votre parcours de soins personnel, étant donné qu'on est sur une approche générale du sujet. Nous vous invitons à ajouter vos questions directement dans la partie questions en bas de l'écran sur la droite et je les partagerai à Lucie au fil de la conversation, l'une après l'autre. Enfin, sachez qu'en fin de live, nous soumettrons quelques petites questions pour les thématiques notamment qu'on pourra aborder par la suite. Lucie, je te laisse te présenter, dire quelques mots sur la thématique de ce soir. Bonsoir à tous. Merci Anne-Sophie pour cette introduction. Merci à toute l'équipe Résilience de m'accueillir ce soir et voilà, d'accueillir la CAMI de façon générale. Donc, comme tu le disais Anne-Sophie, moi l'activité physique, ça m'a un peu boostée depuis toute petite. On avait du mal à m'arrêter d'ailleurs de bouger de façon générale. Et ça m'a porté finalement dans ma profession après, quand j'ai appris qu'on pouvait être professeur d'activité physique pour les patients atteints de cancer, ça a été une révélation et j'ai fait mes études pour pouvoir accompagner les patients atteints de cancer. Et pendant 7 ans, j'ai travaillé donc à la CAMI Sport et Cancer en tant que praticienne en thérapie sportive. Donc, j'ai proposé de l'activité physique aux patients atteints de cancer dans une clinique privée où j'ai pu accompagner et voir les patients progresser grâce à l'activité physique. Et là, depuis quelques mois, maintenant, je suis praticienne experte, donc je viens coordonner un petit peu les activités des praticiens sur le territoire, donc toujours au sein de la CAMI. Et voilà, donc on accompagne à peu près un peu plus de 3500 patients par semaine sur la France. Donc, c'est vraiment une association qui est nationale où on va venir former des praticiens en thérapie sportive sur la cancérologie et sur notre méthodologie qui nous est propre pour pouvoir accompagner les patients en sécurité et travailler sur des objectifs thérapeutiques pendant 3 mois, à raison de 2 séances par semaine en présentiel. Voilà, il y a toujours une consultation de suivi pour prendre en charge les patients de façon sécuritaire. On verra tout à l'heure qu'il faut quand même
avec les traitements qui sont lourds, le corps qui se modifie, qui peut avoir des altérations qui peuvent être lourdes, pas prendre en charge les patients n'importe comment. Donc, on a une consultation qui nous permet de faire ça. Donc, le programme, il est 3 mois, il peut être renouvelable. On vous donnera les informations à la fin sur les séances qu'on propose toutes dans la France. Voilà. Et on a aussi des programmes en visio qui vont se relancer prochainement, dont on reparlera tout à l'heure. Très bien, super. Je vais me baser d'abord sur les questions qui nous ont été envoyées en amont de live. La première étant, comment récupérer son énergie perdue au cours de nombreuses séances de chimio? J'ai eu 22 séances. La dernière m'a complètement épuisée. Je suis restée couchée au fond du lit 3 jours après et très fatiguée ensuite. Je reprends bientôt la chimio après 4 semaines d'interruption. Je ressens toujours très vite la fatigue. Ça m'atteint le moral. La fatigue, c'est vraiment le plus gros effet secondaire que ressentent les patients, notamment les patients sous chimiothérapie et sous thérapie ciblée, immunothérapie, on va pas le cacher aussi. Mais de façon générale, la maladie, elle entraîne une fatigue chez le patient. Je pense que ce qu'il faut vraiment prendre en compte pour vous et que vos proches aussi le prennent en compte, c'est que cette fatigue-là, c'est pas une fatigue avec Anso, on est fatigué, on va se reposer parce qu'on travaille beaucoup et le lendemain, on va être mieux. C'est une fatigue qui est vraiment chronique et qui va s'installer dans le quotidien et que le sommeil ne va pas réduire. C'est vraiment une fatigue qui est liée à vos traitements. Et donc déjà, de prendre conscience de ça, je trouve souvent, ça enlève une petite culpabilité. Et le seul traitement qui va vous permettre de retrouver de l'énergie et de réduire cette fatigue, le seul traitement reconnu, c'est de faire de l'activité physique. Ça paraît un peu ambivalent parce que souvent, on est fatigué, on a envie de rester se reposer. On trouvera un petit peu tout à l'heure des stratégies, mais voilà, c'est vraiment l'activité physique, le fait de mettre votre corps en mouvement, d'actionner vos muscles qui va vous donner cette énergie que vous avez perdue. Je finis juste la fatigue, quand elle est installée, c'est plus dur de la faire partir, mais on peut la réduire sans problématique en faisant de l'activité physique. Mais pour les patients peut-être qui sont en début de traitement, il faut essayer de vous mettre en mouvement le plus tôt possible pour éviter que cette fatigue, elle commence à s'installer. Vraiment, dès que vous pouvez, il faut sortir et bouger. Tout à fait. Ouais, vraiment, la fatigue, c'est vraiment un effet, comme tu le disais, un effet secondaire classique du cancer. On a d'ailleurs des contenus dédiés dans l'application Résilience pour ceux qui auraient téléchargé l'application. Et effectivement, c'est contre-intuitif de se dire que pour pallier pour faire face à cet effet secondaire de la fatigue, se mettre en mouvement, c'est ça qui va effectivement vous permettre de contrer cette fatigue. Mais effectivement, de nombreuses études cliniques le prouvent. Et se mettre en mouvement, on parle, et c'est là où je t'inviterai, Lucie, à faire la différence entre l'activité physique et le sport. Mais se mettre en mouvement, ça peut être de plein de manières différentes. C'est aussi s'écouter, c'est être progressif. Et donc là, dans le témoignage de la personne qui nous a envoyé ce message, on entend qu'il y a une pause thérapeutique qui a été faite un peu plus longue que d'habitude entre 2 chimios parce qu'elle a été très éprouvée dans ses traitements. Se mettre en mouvement, ça peut être juste essayer de se lever de son lit ou rejoindre, par exemple, sa chambre à sa cuisine seule. C'est faire quelques pas dans le salon. C'est pourquoi pas sortir dans la rue si c'est possible. Mais c'est vraiment cette logique de garder un mouvement du corps qui n'est pas faire du sport et être transpirant et faire des mouvements et avoir des courbatures. C'est pas de ça qu'on parle. Ce qu'on parle, c'est vraiment de se mettre en mouvement physiquement, que ce soit d'aller chercher le pain à la boulangerie, d'aller chercher ses petits-enfants à l'école, d'aller faire des courses ou de jardiner. Ça fait partie des activités physiques qui vous gardent en mouvement et qui, du coup, vous apportent une autre fatigue qui n'est pas liée à ces traitements et qui vous permettra de, par exemple, vous endormir plus facilement le soir. Parce que cette fatigue physique, ce sera celle que vous connaissiez d'avant, qui n'est pas cette fatigue chronique liée au traitement et qui, du coup, vous permettra un endormissement et un repos plus important. Mais je parle sous ta gouverne, Lucie. Donc, Mais c'est parfait, j'aurais pas mieux dit. Et tu disais qu'il fallait, par exemple, se lever pour faire de l'activité physique. Il y avait pas mal de témoignages de patients qui, les 2-3 jours qui suivent le traitement, parfois restent au lit. Nous, on a des programmes à la Camille en hématologie avec des patients qui sont souvent extrêmement fatigués. On vient en chambre stérile, mais souvent, ils ne peuvent pas se lever de leur lit. Et pour autant, on arrive à faire des séances d'activité physique qui peuvent se faire tout à fait en autonomie à la maison. C'est pas parce qu'on reste au lit qu'on ne peut pas mettre ses muscles en mouvement. Même, par exemple, si vous avez de la nausée, que vous êtes au lit,
juste se mettre avec les genoux pliés, les pieds couchés sur le dos et commencer juste simplement à faire des mouvements respiratoires pour actionner le diaphragme, pour actionner les muscles profonds de la sangle abdominale. Ça, déjà, c'est super. Et vous allez voir, juste sur les nausées, ça va avoir un effet, et sur l'anxiété d'ailleurs, un effet assez immédiat. Ça peut être des mouvements de jambes dans le lit, vous venez tendre, fléchir la jambe, ramener le genou vers vous, l'allonger. Enfin, c'est des choses toutes petites qui paraissent anodines. Et en fait, là, vous mettez votre corps en mouvement, malgré que vous ayez eu la chimio la veille et que vous soyez au lit. Donc vraiment, on a tendance toujours à se dire, je ne vais pas faire un marathon, donc je ne vais pas sortir. Alors que le sport, c'est tout ce qui va être compétitif, qui va être de la performance. Ça, on ne vous demande pas ça. Si vous avez envie de le faire parce que vous étiez déjà sportif et que vous voulez faire un marathon, c'est super. Et on peut le faire pendant les traitements d'ailleurs. Mais ce qu'on vous demande, c'est juste de vous mettre en mouvement. Et on parle, c'est pour ça, d'activité physique et non de sport. Et ça peut être tout ce que aller chercher le pain à pied, ça c'est vraiment un exemple typique qu'on peut mettre en place facilement. Ou ça peut être, vous devez aller faire un trajet en bus, on s'arrêtait à la station juste avant pour avoir un peu de marche. C'est vraiment des petits mouvements que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien sans que ça prenne une énergie très importante finalement. Oui, tout à fait. Pardon, ça me fait penser aussi du coup à cette notion de petits pas et de progressivité. Même les athlètes olympiques, par exemple, ont des programmes d'entraînement qui progressivement leur permettent de pousser la performance. Et là, on parle de patients qui font face à des traitements très lourds. Déjà, le conseil premier, c'est écoutez-vous, écoutez votre corps, c'est votre meilleure jauge en fait pour savoir quand vous dépassez les limites ou que c'est trop dur pour vous. On ne parle pas effectivement de s'infliger des choses qui ne sont pas OK avec votre état. Et puis après, effectivement, cette notion de progression, c'est si déjà chaque jour, vous arrivez à faire quelques pas, à être en mouvement, comme effectivement le dit Lucie, c'est déjà un vrai pas en avant. Et à vous aussi d'essayer peut-être d'apprécier l'impact de ces mouvements sur votre quotidien, sur votre morale, sur votre niveau d'énergie, sur votre niveau de fatigue en fin de journée. C'est des petits pas, c'est des petites graines qui, en plantant et en venant les nourrir et les arroser régulièrement, ça peut effectivement donner naissance à un meilleur mieux-être, une meilleure qualité de vie sur le temps de ces traitements. Et c'est rigolo parce qu'en écho, du coup, on avait aussi un autre message qui nous avait été envoyé de quelqu'un qui nous dit « Bonjour, pendant mon traitement, à savoir 2 semaines de traitement, 2 semaines d'arrêt, il y a plusieurs jours d'affilée pendant lesquels j'ai du mal à sortir du lit à cause de la fatigue. Cela engendre des soucis de mobilité, mal de dos, etc. Les jours où je me sens mieux, je marche ou je fais du yoga, mais avec les nausées et la fatigue, je n'arrive pas à me motiver. Que pouvez-vous me conseiller de faire comme activité ces jours-là? Merci de votre attention. » Ça peut être justement ce que je disais, des petits mouvements d'extension de jambes ou de flexion de genoux vers le buste ou juste de la respiration ventrale. Et s'il y a des douleurs en plus qui s'installent notamment au niveau du dos, ça peut être des petits exercices d'étirement que vous tenez 30 secondes, 1 minute, en fonction de vos sensations toujours, mais d'étirer tous les muscles du bassin, d'étirer le dos. Je pense que dans ces moments-là, où en plus on se sent en général pas bien, c'est vous faire du bien en bougeant en fait. Et ça va vous donner envie de continuer à bouger. Ça va vous faire sortir un petit peu de ce cercle vicieux où je suis fatiguée, je suis pas bien, je reste au lit, donc je perds du muscle, donc je suis fatiguée, donc je suis pas bien, donc je reste au lit. Et je pense que ce qui est aussi important, c'est de trouver cette notion de plaisir dans l'activité. Et petit à petit, ça va venir nourrir votre motivation à continuer à bouger. Mais voilà, encore une fois, ça peut être au lit, quoi. Oui, tout à fait. Enfin, si, même en repensant à quand moi-même j'étais en traitement, effectivement, j'avais des chimios qui duraient 4 jours d'injection. Et quand je rentrais chez moi, c'était canapé-lit et c'était très, très peu de mouvement. Mais, et effectivement, en tant que patient, on peut se dire, peut-être qu'en me reposant et en restant au lit, ça va me faire du bien, je vais me reposer, je vais retrouver de l'énergie. Mais comme on le dit là, en fait, c'est contre-intuitif. Et effectivement, c'est en restant en mouvement qu'au contraire, on prend soin de soi et on crée une autre fatigue qui nous permet d'être mieux. Et donc, j'en profite pour demander à nos chers acolytes qui sont dans l'ombre, Lucie et Sarah, si elles pourraient nous lancer un petit sondage pour justement venir savoir si vous, derrière vos écrans, vous êtes aujourd'hui en activité, en mouvement, régulièrement, occasionnellement, ou si vous aimeriez bien, si vous n'êtes pas intéressé. Mais j'imagine que vous êtes quand même intéressé si vous êtes connecté ce soir. Et donc, on aimerait juste pouvoir un peu apprécier
vos retours sur le sujet pour aussi permettre à Lucie de mieux cibler les retours qu'elle pourrait donner sur les questions que vous allez poser. Donc, normalement, vous avez un petit écran qui est apparu sur l'application. Et donc, on vous invite à juste cliquer sur la réponse qui vous correspond. Moi aussi, j'ai répondu. Et alors, où est-ce qu'on voit les résultats? Je pense que nos acolytes voient les résultats. Ah, donc 2% régulièrement. Vous êtes quand même pas mal actifs. Hein. On a un tiers des gens connectés qui sont régulièrement actifs. On a 25% occasionnellement et il y en a qui souhaitent s'y mettre, 15%, qui ne sont pas actifs mais qui souhaiteraient se mettre en mouvement. Donc, trop bien que vous soyez là ce soir. C'est pile au bon endroit. Et je vais partager aussi, on a reçu un témoignage qui fait une transition parfaite avec ce sujet de la fatigue qu'on vient d'aborder, qui nous disait je ne pourrais pas être là ce soir, mais j'aurais aimé dire qu'il est très important de beaucoup s'occuper et de ce fait, on oublie d'écouter les nausées et en bougeant à son rythme, on occupe son esprit. Par exemple, visite de musée, visite d'une ville qu'on ne connaît pas encore, site archéologique, prendre des cours de couture, de peinture, d'une langue qu'il nous plaît. On oublie la fatigue et le soir, on dort mieux. Ne surtout pas rester sur le canapé, tout en douceur, mais bouger. Donc effectivement, on est toujours sur cette notion d'être en mouvement, que ce soit par une activité qui nous fait plaisir, d'aller rejoindre des proches, de marcher aussi. On peut aller faire une balade et embarquer nos copines ou nos copains ou le voisin ou nos petits-enfants. En fait, c'est vraiment garder ce mouvement du corps et ne pas rester sur une chaise, sur un canapé, sur son lit, parce que c'est par ce mouvement-là qu'on va retrouver du mieux-être. Dans les questions qui ont été posées, on avait aussi autour de la motivation, il y avait cette question de j'ai du mal à trouver la motivation pour bouger, démoralisée, comment puis-je commencer à intégrer l'activité physique dans mon quotidien sans me sentir obligée ni découragée? Je pense qu'encore une fois, il ne faut pas... souvent, on a tendance à se dire il faut que je sorte une demi-heure, sinon ça ne sert à rien. Alors qu'il suffit de faire des mouvements à la maison, de sortir 10 minutes, le lendemain de sortir 12 minutes. Et parfois, c'est un peu dur au départ de se mettre dans l'activité physique. C'est comme pour des sportifs qui reprennent la course à pied, les premières fois, ça reste difficile. Mais plus le corps va refaire du mouvement, plus en plus il va sécréter d'endorphines et de dopamine, donc ça va encore le stimuler, lui donner du plaisir. Et plus le corps, il va avoir envie de continuer à faire une activité physique. Il ne faut vraiment pas se dire... si je ne vais pas faire mon heure de marche, je préfère pas y aller parce que je vais être déçue de ne pas avoir tenu une heure. Il faut vraiment essayer de bouger dès que vous pouvez. Ça peut être des courtes périodes, ça peut être 10 minutes 3 fois par jour ou je sais pas, 20 minutes tous les 2-3 jours. Il ne faut pas se mettre de la pression. Il faut essayer justement de retrouver du plaisir dans ce qu'on fait. Et déjà, d'être sorti 10 minutes, soyez fiers de vous. Vous êtes en traitement, vous avez des effets secondaires et vous avez réussi à sortir 10 minutes marcher. C'est déjà génial. Et après, essayez de trouver des activités. Si vous essayez des activités, essayez le yoga, essayez le pilates, essayez d'aller marcher, faire du vélo et voyez ce qui vous procure le plus de plaisir. Plus vous serez bien dans l'activité que vous réalisez, plus facile ce sera de la maintenir au quotidien. Tout à fait. Et d'être accompagné, c'est sûr que ça peut aider. Exactement. Moi, je trouve qu'effectivement, dans la manière que tu as d'aborder les choses, les « il faut », moi, je les trouve terribles. Parce que je trouve que c'est une injonction qu'on s'impose à soi et qui est très dure, qui est très aussi culpabilisante si on ne fait pas ce qu'on s'était dit qu'il fallait qu'on fasse. Et donc, moi, je vous inviterais plus à revenir à votre âme d'enfant intérieure, de curiosité, de légèreté, de ramener du plaisir tout simplement, parce que c'est par le plaisir qu'on fait les choses plus volontairement, avec plus de motivation. Et puis, pour moi, cette notion de juste, par exemple, prendre l'air, d'observer ce qui nous entoure, que ce soit la nature, la ville, son quartier, s'attarder sur des détails que l'on trouve beaux, que l'on trouve nouveaux, retrouver du plaisir, même juste de sentir le vent sur sa peau ou un rayon de soleil qui vient nous caresser le visage. C'est des choses que souvent on prend pour acquises dans la vie quotidienne quand on est actif, qu'on n'est pas malade, qu'on enchaîne beaucoup de choses. Mais revenir à tous ces petits plaisirs du quotidien en étant en mouvement,
ça peut être aussi une jolie et une douce manière de se remettre en mouvement. Et après, effectivement, comme le disait Lucie, découvrez des activités que vous n'auriez pas eu l'occasion de tester par ailleurs. La Camille propose énormément d'ateliers et d'activités qui vous permettent de vous remettre en mouvement. J'imagine que la piscine municipale de votre ville propose aussi des activités adaptées. Il faut aller voir en mairie. Il y a aussi des associations locales qui peuvent vous permettre de vous remettre en mouvement avec des coachs et des praticiens qui sont formés à cela et qui pourront vous aider de manière précise et adaptée à votre situation de patient. Je vois aussi dans le chat, voilà, il y a beaucoup de choses qui fusent et qui rebondissent. En écho à ce qu'on se disait effectivement sur le mouvement, on a Marilyn qui nous disait « J'ai une thérapie ciblée et lorsque j'avais la dose complète, je marchais 20 minutes le matin et 20 minutes l'après-midi. Je marchais très doucement, mais cela me permettait de voir autre chose et cela agit beaucoup sur le moral. » Et effectivement, on parle de plaisir, mais le moral est primordial et l'activité physique peut vous procurer du mieux-être et donc effectivement jouer aussi sur votre moral au quotidien. Bon, juste le fait de faire de l'activité physique, de manière générale, on se sent mieux. On se sent fier aussi d'avoir fait de l'activité physique quand on se sentait pas bien, mais qu'on est quand même sorti et qu'on l'a quand même fait. Il y a aussi tout ce côté dans l'activité physique, quand le corps il a été un peu meurtri par les traitements, ou en tout cas il y a eu des altérations, on a l'impression de ne plus avoir le même corps qu'on avait auparavant. Et le fait de rebouger son corps, de le remuscler, de l'assouplir à nouveau, ben, on a l'impression de retrouver les mêmes capacités ou encore des capacités qu'on a perdues. Et ça permet de renouer avec ce corps qui nous a un peu délaissé pendant les traitements, de lui refaire confiance. Et ça, en général, ça améliore le moral et ça fait du bien de se sentir bien avec son corps. Oui, tout à fait. Je vois aussi qu'on a eu un message d'Étienne qui nous dit « Bonsoir, je me sens en forme, je fais régulièrement du vélo où je me sens bien malgré un glioblastome Malgré un glioblastome grade 4 encore sous chimio, y a-t-il une limite d'activité physique sans impacter la guérison? Aujourd'hui, je viens de faire 45 km de vélo. Bravo. Lorsque je suis rentrée, ma femme m'a trouvée fatiguée, mais actuellement, j'ai aussi des problèmes d'insomnie. » C'est très rare d'aller vraiment jusqu'aux limites du corps. Je pense qu'encore une fois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Anne-Sophie, c'est qu'il faut vraiment écouter son corps. C'est comme quand on vient d'avoir une chirurgie, il faut bouger, mais il ne faut pas non plus aller altérer les cicatrices. Il faut vraiment arriver justement que cette maladie, ce soit l'occasion de réécouter votre corps, de réécouter vos sensations et de trouver ces limites de ce nouveau corps. Et ça se fait petit à petit. Il faut reprendre progressivement pour pas justement exploser, aller au-delà de vos limites. Mais de façon générale, il n'y a pas de limite. Enfin, votre corps, il a des capacités limitées. Après, c'est justement aussi une question qu'on peut se poser des suites du témoignage d'Étienne, c'est effectivement, bon, 45 km, ça paraît énorme, même pour un Pékin lambda qui n'est pas malade. Donc, bravo Étienne. Après, j'imagine que peut-être que vous faisiez encore plus de kilomètres avant les traitements. Mais est-ce qu'il y a une limite en soi, parce que tu dis que le corps n'a pas de limite, mais est-ce que là, même par exemple pour des patients qui sont en cours de traitement, il y a quand même des notions de limite ou de points de vigilance à avoir pour ne pas forcément les dépasser et se mettre en danger? Pour moi, le plus important, c'est d'éviter les blessures. Le corps, il est quand même fatigué, il a quand même des traitements. Parfois, il est un peu déshydraté. Les muscles et les tendons, ils ont quand même une fatigabilité, une fragilité qu'il n'y avait pas forcément avant les traitements. Et la blessure va entraîner souvent une immobilisation, un arrêt de l'activité physique et ça peut faire réaugmenter les effets secondaires. Donc, pour moi, le principal risque, c'est cette douleur et cette complication qui peuvent s'installer liées à l'activité physique. Mais encore une fois, si déjà vous hydratez bien, mais si vous écoutez votre corps et que vous ne faites pas, vous y allez progressivement et vous n'allez pas au-delà de vos limites, il n'y a pas de limitation en soi. Ouais. Et après, je pense que de toute manière, si on revient à la base de la base, effectivement, c'est écouter son corps, être bien hydraté, donc avoir bien bu avant, pendant et après. Avoir mangé aussi, parce que si vous êtes en traitement et qu'en plus vous faites du sport à jeun le matin avant le petit-déj, je ne suis pas sûre que ce soit le combo parfait pour être en forme pour la journée.
Donc, je pense que voilà, c'est un peu le bon sens en fait de malade ou pas malade, il y a quand même des règles à avoir quand vous voulez pratiquer une activité physique quelle qu'elle soit. Et puis après, le conseil supplémentaire, c'est notamment parce que vous êtes dans le parcours de soins, vous entourer d'un professionnel APA comme Lucie ce soir, via la Camille ou via d'autres organismes, vous permettra d'être d'autant mieux accompagné et d'avoir des gens qui sont aussi formés au premier secours si d'aventure il devait y avoir une difficulté ou une blessure potentielle. Et donc, pratiquer au sein d'un club ou avec des praticiens et des experts de l'activité en question, ça peut être quand même aussi une manière de se rassurer et de pratiquer dans les bonnes conditions. Notamment s'il y a des effets secondaires qui sont importants ou pour préparer ou récupérer d'une chirurgie. Souvent, c'est là où il faut quand même reprendre très progressivement, faire attention aux mouvements qu'on met en place et le fait d'être accompagné par des professionnels qui sont formés à la cancérologie et à l'activité physique adaptée, ça pourra vous permettre d'avoir une prise en charge plus sécuritaire et de pouvoir aller plus loin plus rapidement. Quand on est tout seul, il faut vraiment arriver à écouter son corps. Les professionnels qui sont formés vont pouvoir vous amener au-delà plus rapidement. À la Camille, on travaille vraiment sur des objectifs thérapeutiques spécifiques. Par exemple, il y avait des questions aussi sur les récupérations après des chirurgies, comme les chirurgies au niveau du sein. Nous, à la Camille, on va vraiment vous redonner de la mobilité dans l'épaule, dans l'omoplate, venir récupérer petit à petit la mobilité de l'humérus, pour pouvoir retrouver la mobilité du bras comme elle était avant. Donc, c'est sûr que parfois, quand vous sentez que tout seul, vous ne pouvez pas aller plus loin, faites-vous aider. Parce que maintenant, il y a beaucoup d'associations pour le coup qui proposent de l'activité physique adaptée. Donc voilà, essayez de trouver autour de chez vous, de chercher. Il y a des choses qui se mettent en place. Tout à fait. Vous n'êtes pas seul face à tout ça. Et effectivement, il y a de plus en plus d'organismes et d'acteurs qui peuvent vous accompagner sur ces problématiques de manière gratuite. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur le tissu associatif local de la ville dans laquelle vous habitez. Encore une fois, Lucie le disait, mais il y a énormément de comités Camille à travers le territoire français. Donc, c'est aussi une opportunité supplémentaire. Et pour nos collègues belges francophones qui seraient connectés ce soir, il y a aussi des initiatives qui existent en Belgique et qui vous permettent d'avoir accès à l'activité physique. On a une question un peu dans cette dimension de l'opération dont tu parlais, de la chirurgie éventuelle. On a quelqu'un qui nous a écrit en disant « J'appréhende le post-opératoire car je ne suis pas du tout musclée au niveau des bras et pas mal de graisse à ce niveau-là. Malgré le suivi du programme en mouvement que je suis actuellement, avez-vous des exercices quotidiens spécifiques au niveau des bras que vous recommandez à faire en amont de la chirurgie, que ce soit une tumorectomie ou une mastectomie ?» Qu'importe les exercices que vous allez faire, il faut chercher à renforcer l'épaule et à l'assouplir. Parce qu'il y a à la fois deux choses qui interviennent après les interventions. Il y a souvent un moment où on est un peu moins actif, donc la masse musculaire, elle fond. Et avec les cicatrices et souvent l'appréhension, on perd de la mobilité au niveau du bras. Donc, tout ce qui va être des mouvements, nous, à la Camille, on fait beaucoup de mouvements d'omoplate, où l'idée, c'est que l'omoplate, elle reste vraiment mobile sur le thorax, c'est vraiment important. Et après, ça va être tous les mouvements qui viennent mobiliser l'humérus par rapport le bras par rapport à l'épaule, pardon, défaut professionnel. Et après, tout ce qui va être mouvement grain avec le bras. Et après, ça peut être des mouvements tout bêtes où vous venez utiliser... Nous, à la Camille, on n'utilise pas de petit matériel. On a une méthode qui nous permet de prendre en charge les patients sans matériel avec le poids du corps. Mais à la maison, ça peut être utiliser des petites bouteilles d'eau pour faire du renforcement au niveau des biceps. Enfin, des tout petits mouvements, ça va vous aider petit à petit à renforcer votre bras avant les interventions. Je vous invite, c'est valable pour tout le monde, à aller voir sur le site du RKS, c'est le réseau des kinés du sein. Vous avez peut-être déjà fait Résilience une intervention là-dessus. Il y a des kinés qui sont formés à accompagner les patients atteints de cancer du sein. Parfois, ils les prennent en préopératoire, mais la plupart du temps en post-opératoire. Et sur leur site internet, vous allez voir que vous pouvez télécharger 2 livrets. Un livret qui est de 0 à 15 jours après l'intervention, qui donne un petit livret de mouvements d'exo à faire à la maison pour récupérer assez rapidement. Et le deuxième, c'est de 15 à 30 jours. Donc, comme ça, vous avez un mois où vous pouvez faire de l'activité physique à la maison, vous remobiliser en autonomie sans prendre de risques, et ensuite reprendre une activité physique adaptée que vous faisiez peut-être déjà avant d'ailleurs. Ouais. Et je vous invite à aller aussi, parce que c'est des petits mouvements que vous pouvez faire déjà avant l'intervention. Vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir l'intervention. Tout à fait.
En complément, moi, je voulais juste rebondir puisque la personne qui a écrit, effectivement, fait référence au programme En Mouvement. Et donc, pour ceux qui ne savent pas à quoi cela fait référence, en fait, Résilience, dans l'application mobile dans laquelle vous retrouvez cette partie de télésurveillance, pour ceux qui sont télésuivis, vous avez également toute une bibliothèque de contenu ainsi que des programmes qu'on a mis à votre disposition qui sont sur plusieurs semaines. Et donc, vous retrouvez, par exemple, une initiation à la méditation, une initiation au yoga, ainsi qu'un programme sur le mouvement qu'on appelait En Mouvement, qui est fait avec des praticiens comme Lucie ce soir, qui est donc des praticiens APA, activité physique adaptée. C'est un programme qui est sur 12 semaines, qui est adapté aux patients atteints de cancer, avec des praticiens spécifiques, spécialisés en oncologie. Et effectivement, au sein de ce programme, vous avez à la fois des mouvements que vous pouvez faire tous les matins, et puis chaque semaine, on va progressivement apporter des séances qui sont à chaque fois différentes. On a 3 à 4 nouvelles séances par semaine qui, au début du programme, font une vingtaine de minutes et vont jusqu'à 40-45 minutes de durée chacune à la fin du programme pour vous permettre de garder ce mouvement tout au long de ces 12 semaines. C'est une première proposition qu'on met à disposition de nos patients qui sont télésuivis au sein de l'application. Donc, vous pouvez effectivement y accéder au sein de l'application mobile Résilience. Et en écho avec effectivement ce témoignage de la patiente qui nous a écrit, en plus de faire des choses en amont de chirurgie, ça peut être aussi d'interroger le chirurgien qui va vous opérer et ou votre médecin traitant qui pourra peut-être, pourquoi pas, même prescrire de la kiné ou de la rééducation. Mais de toute manière, en post-op, vous est aussi proposé un programme un accompagnement. Normalement, dans la plupart des cas, l'oncologue référent vous proposera de la rééducation et ou de la kinésithérapie adaptée en post-opératoire, ne serait-ce que pour ramener du mouvement, comme disait Lucie, dans l'articulation, pour pouvoir bien replacer l'omoplate et faire en sorte que l'articulation garde une mobilité. Surtout si vous avez eu, par exemple, pour le cancer du sein, il y a souvent des ganglions qui sont retirés au niveau du bras, par exemple. Et donc, la mobilité peut être plus difficile une fois la chirurgie passée. Et puis, en tant que patient, si vous n'avez pas encore eu de chirurgie, c'est aussi souvent un fait. Moi, par exemple, j'ai eu une tumeur dans la cage thoracique qui m'a valu 2 côtes en titane aujourd'hui. Et du coup, en post-op, par peur d'avoir mal ou par peur d'avoir un choc, j'étais très renfermée et j'avais tendance à vraiment protéger mon bras gauche et surprotéger mon épaule et donc d'être renfermée dans une posture qui n'était pas bonne. Puisque normalement, l'idée, c'est d'avoir les épaules relativement en arrière, comme disait Lucie, pour avoir du coup les omoplates qui sont à leur juste place. Sauf qu'en post-op, quand on a peur d'avoir mal, qu'on n'a surtout pas envie d'avoir mal parce que s'il y a un faux mouvement ou que machin ou truc, on se retrouve à avoir adopté des postures qui vont compenser sur l'instant, mais qui ne sont pas bonnes à moyen et à long terme. Et donc, de pouvoir corriger ces mouvements, d'en avoir conscience et effectivement de pouvoir mettre en place de l'activité physique adaptée vous permettra à moyen et long terme aussi d'éviter des douleurs chroniques et de garder les bons gestes, les bons mouvements et les exercices qui vous plaisent et qui vous font du bien. Je pense que c'est important ça, de reparler des postures de protection. C'est de ça que tu parles là. Le fait de se placer mal pour éviter d'avoir une douleur ou peur d'avoir une douleur, c'est la même chose quand vous avez une pose de chambre implantable. Souvent, on a tendance à se dire « Oula, il ne faut plus que je bouge, il y a le tuyau qui va sortir », alors que l'épaule, elle peut bouger sans problème. Moi, je reprenais les patients 3-4 jours après la pose, où on venait mobiliser l'épaule, il n'y a jamais eu de problématique. Et plus on attend de se rassurer, plus le corps il va se mettre en protection et plus ce sera long pour le refaire bouger. C'est pour ça que dès le lendemain de l'intervention, que ce soit au niveau abdominal, au niveau de la prostate ou au niveau du sein, il faut rebouger dès le lendemain. Doucement, encore en progressivité, en écoutant votre corps, mais il faut bouger le plus tôt possible. Ouais, et puis je pense que ça dépend aussi des établissements et de la logique mise en place. Mais moi, de mon expérience, j'étais aux soins intensifs respiratoires le lendemain de ma chirurgie et il y a une kiné qui est passée et qui m'a déjà demandé de sortir de mon lit et d'aller faire quelques pas. Donc, encore une fois, ça dépend de l'établissement de soins dans lequel vous êtes pris en charge, de la chirurgie. Vous pouvez poser la question en amont à votre équipe de soins sur les conditions de votre hospitalisation, sur comment va se dérouler l'opération et les suites de l'opération en hospitalisation si vous devez être en hospitalisation ou si vous êtes en ambulatoire,
Mais de toute manière, effectivement, c'est de comprendre effectivement comment être en mouvement et donc quelles ressources vous pouvez mobiliser pour vous permettre tout cela. Et c'est aussi dans cette logique que l'on a créé le programme en mouvement, puisque vu qu'on est une application digitale avec résilience, ce programme, vous pouvez y avoir accès n'importe où, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et donc, voilà, ces mouvements-là, effectivement, vous pouvez les faire et vous permettre de garder cette mobilité. On a aussi, suite à une opération, un message de Philippe dans le chat qui nous dit, c'est plus au sujet de la reprise ce coup-ci, Philippe nous dit, après 1 an de chimio que j'ai vécu comme un marathon, je suis un ancien coureur à pied, je fais beaucoup d'activités, cardio-boxing, tai chi, danse en ligne, jardinage et marche. Waouh, hyper actif, Philippe. Ma paresthésie est toujours présente après 6 mois depuis l'arrêt des traitements. J'aimerais reprendre la course à pied, mais j'ai peur de ne pas finir la course. Qu'en pensez-vous? Aurais-je mon certificat malgré mon passé? Merci. Et est-ce que du coup, Lucie, tu peux aussi nous expliquer ce qu'est la paresthésie pour ceux qui ne savent pas ce que c'est? Je pense qu'il parle de neuropathie plus que de paresthésie. Okay. Les neuropathies périphériques, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à remettre un petit mot dans le chat. Les neuropathies périphériques, c'est des altérations des terminaisons nerveuses, souvent au niveau des extrémités, des mains et des pieds. Ça peut remonter jusqu'au coude et jusqu'aux genoux. Et ça va entraîner une perte de sensibilité. Souvent, on a tendance à avoir cette sensation de fourmillement au niveau des bouts des doigts et des bouts des pieds. Et parfois, ça peut aller jusqu'à la perte de mobilité, notamment de mobilité de la pince. Je me rappelle, j'avais beaucoup de patients qui me disaient je fais tout tomber, j'arrive plus à tenir une cuillère, c'est catastrophique. Et ça, c'est lié à la chimiothérapie. C'est pour ça que parfois, les chimiothérapies, elles sont arrêtées plus tôt ou les doses sont plus faibles pour justement éviter que ça s'installe trop. C'est un des effets secondaires qui est souvent le plus long à partir, mais petit à petit, ça a tendance à régresser. Il n'y a pas d'études scientifiques qui montrent que la mobilité réduit les neuropathies périphériques. Par contre, dans le retour patient, on voit que dès qu'on travaille sur la mobilité des mains, sur les massages au niveau des mains, au niveau des pieds, nous, on travaille beaucoup sur des pointes de pied, sur des équilibres. En fait, au niveau sensation, ça réduit cette sensation de fourmillement et de perte de sensibilité au niveau des extrémités pour les patients. Aussi, je vous invite à vous masser les mains et les pieds avec des balles de tennis ou faire des exercices sur pointe de pied. C'est des toutes petites choses que vous pouvez faire à la maison sans problématique. Et par contre, ce qu'il faut faire attention, notamment quand les neuropathies elles sont très importantes, c'est surtout pour les traitements pour le pancréas souvent ou pour les côlons. Souvent, quand c'est des chimios longues, ça a tendance à entraîner beaucoup de neuropathies périphériques. Et il peut y avoir des troubles de l'équilibre. Pour des patients atteints de myélome aussi, c'est le cas. Et du coup, il faut quand même être vigilant à ne pas tomber quand vous faites une activité ou pas vous blesser les pieds dans les chaussures si vous ne les sentez pas bien. Mais en étant vigilant là-dessus, essayez de bouger. Très bien. Merci beaucoup pour ce retour. J'espère, Philippe, que du coup, ça répond à votre question. En tout cas, à nouveau, bravo parce que sacré parcours. Et c'est rigolo parce que vous disiez, après 1 an de chimio que j'ai vécu comme un marathon, c'est la métaphore qu'un ancien patient m'avait donnée quand j'ai appris mon cancer, de dire que c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et donc, c'est vraiment prendre chaque jour l'un après l'autre et économiser son énergie pour pouvoir faire face à l'ensemble du parcours. Donc, bravo pour toutes ces activités. C'est hyper diversifié en plus. De la danse, du cardio-boxing, du jardinage, de la marche. Je pense que ça peut aussi inspirer celles et ceux qui sont connectés avec nous ce soir de pouvoir prendre part à diverses activités, tester, explorer, voir ce qui vous va, ce qui ne vous va pas, et puis d'arriver à trouver votre équilibre à vous. On a vu aussi un message qui... Comment ? Parce que l'idée, c'est de refaire un marathon malgré les traitements. On a il ne parle pas de faire un marathon, mais de reprendre la course à pied, mais il a peur de ne pas finir la course. Alors, pourquoi pas essayer de toute façon, si vous prenez le départ, c'est déjà merveilleux de prendre le départ. Pour la petite anecdote, on a un des patients qui vient de courir un marathon entre la phase de chimio et de radiothérapie pour la Camille, le marathon de Paris. Il a fini et du coup, il s'est entraîné pendant toute la phase de traitement et ça l'a tenu. Il est super en forme malgré les traitements et il a réussi à finir son marathon. Donc, c'est possible. Comme quoi, le mental, c'est aussi impressionnant. Hein. On avait aussi une question de Didier dans le chat qui nous disait « Je suis équipée d'une montre cardio. J'ai remarqué que mon rythme cardiaque est plus haut pour des efforts moindres. Y a-t-il des précautions à prendre dans ce cas ?»
Alors là, il faudra vous rapprocher plutôt de votre oncologue. Il y a des chimiothérapies qui entraînent des cardiopathies et qui peuvent entraîner des complications cardiaques. En général, vous êtes au courant assez vite quand c'est le cas. Ils font beaucoup de contrôles cardiaques en plus de la phase des traitements et des autres contrôles normaux. Donc, je vous invite, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problématique, à vous rapprocher de votre médecin et à ce qu'il vous fasse une prescription d'activité physique, parce que maintenant, ça se fait. Il n'y a pas de remboursement encore dédié aux prescriptions d'activité physique, mais il y a des prescriptions type que les médecins peuvent faire. Et s'il n'y a pas de problématique, c'est simplement, de façon générale, il y a beaucoup de patients sous chimiothérapie qui le ressentent d'ailleurs, et des patients sous immunothérapie aussi, qui ont des capacités cardio-respiratoires qui sont moindres liées au traitement. Et ça, c'est l'entraînement petit à petit qui va vous permettre de retrouver vos capacités d'avant, ce qui est possible. Mais voilà, il faut juste s'assurer en amont qu'il n'y ait pas de complications cardiaques avec votre médecin. Tout à fait, je pense que c'est un bon point de vigilance et vous faites bien de poser la question, Didier. Moi, j'aurais tendance effectivement à... Déjà, ces objets connectés, c'est une source d'information supplémentaire que tout le monde n'a pas. Donc, avoir conscience qu'effectivement, votre rythme cardiaque peut varier selon les activités que vous faites, sans forcément comparer à ce que vous faisiez avant d'être en traitement, puisque, comme on le dit depuis tout à l'heure, cette période des traitements est assez spécifique et a un impact assez prononcé sur votre corps. Donc, c'est d'être encore une fois, à l'écoute de votre corps. Et puis, n'hésitez pas à interroger votre médecin généraliste ou votre oncologue ou toute personne de votre équipe de soins qui vous suit au quotidien pour leur demander, est-ce que, par exemple, j'ai un rythme cardiaque maximum que je ne peux pas dépasser? Et donc, pour avoir cette vigilance sur votre monde connecté, c'est quelque chose qui peut vous rassurer. Et effectivement, comme le disait Lucie, s'il y a des effets sur votre cœur de par les traitements que vous recevez, dans ce cas-là, c'est de pouvoir en être conscient et de pouvoir, avec le cardiologue qui va vous suivre, comprendre comment autrement vous pouvez rester en mouvement, quelles activités peuvent être recommandées le temps de ces traitements, et puis, encore une fois, après, progressivement, une fois la rémission acquise, de pouvoir revenir à un entraînement et à des pratiques qui seront un peu plus... qui vont un peu plus solliciter votre cœur progressivement pour retrouver une forme qui vous challengera un peu plus peut-être. On avait aussi donc un message d'Isabelle qui nous disait « Suite à une chirurgie lourde, puis de 12 séances de chimio, quels exercices pour retrouver équilibre et tonus de la sangle abdominale ou se renseigner dans le cas d'une tumeur du péritoine ?» Ok. Donc, ce qui est important, notamment après des grosses chirurgies, tout dépend encore une fois de la taille de la cicatrice. Plus la cicatrice est grande, si c'est au niveau central de la sangle abdominale, ils ont pu écarter les abdominaux et donc il faut faire attention à la reprise des abdominaux. Si l'intervention elle est assez récente et qu'il y a encore des douleurs, je vous invite à vous rapprocher soit de kinés qui sont spécialisés un petit peu dans le périnée et la sangle abdominale, soit d'enseignants en activité physique adaptée mais qui sont formés. Ça vous rassurera aussi au départ. Mais de façon générale, ça va être tout ce qui est renforcement en hypopressif, on appelle ça. Souvent, on l'entend pour le périnée, pour la rééducation du périnée chez la femme après l'accouchement. Donc, c'est tout ce qui va faire, pour le dire facilement, c'est tout ce qui va faire rentrer l'ombril sur les expirations. Et tout ça, là, ça va renforcer ce qu'on appelle le transverse. C'est un gros muscle qui tapisse le ventre. C'est lui qui permet de rentrer les organes à l'intérieur. Et le fait de renforcer ce muscle en y allant progressivement, vraiment tout doucement, ça va petit à petit justement venir renforcer l'endroit où il y a eu la cicatrice. Ce qui est important en point de vigilance, c'est que les autres abdos, les tablettes de chocolat qui sont parfois très belles, elles ont tendance, à tirer le ventre vers l'extérieur. Et donc là, il peut y avoir des risques de complications au niveau de la sangle abdominale. Mais tout ce que vous pouvez chercher sur Internet, des exercices en hypopressif, il y a plein de vidéos et c'est vraiment que du renforcement abdominal où justement on va venir renforcer le transverse et pas les autres abdominaux. Et du coup, ça va venir vous proposer une pratique en douceur, sécuritaire, si vous restez encore une fois attentif à votre corps, et va faire facilement à la maison pour le coup. Ouais, en tout cas, s'il n'y a pas de douleur.
Ouais, tout à fait. Tu mentionnes effectivement cette cicatrice qui peut, selon là où elle peut se trouver, effectivement, le péritoine, c'est plus localisé au niveau effectivement de la sangle abdominale. Donc, ça peut être compliqué selon la taille et la position de la cicatrice. Mais moi, l'un des premiers conseils et qui est souvent rappelé par les équipes de soins, c'est de faire masser cette cicatrice, quelle qu'elle soit, et là, peu importe où elle est possible dans votre corps. C'est de la faire masser par un kiné qui va du coup pouvoir éviter que la peau et que la zone qui a été ouverte ne soit trop figée. Et donc que les mouvements puissent revenir progressivement dans la zone pour que vous n'ayez pas de douleur chronique quelques années ou quelques mois après. Donc ce massage de la cicatrice est quand même assez essentiel. Et souvent, possiblement, quand vous sortez de chirurgie et que vous reprenez par exemple la chimio, si vous deviez avoir de la chimio post-opératoire, c'est pas forcément dans les priorités premières de votre chirurgien ni de votre oncologue de se dire mais il y a aussi le massage de la cicatrice. Et donc ne pas hésiter à effectivement avoir de la kiné, ça vous permettra effectivement d'avoir un massage cicatrice, de pouvoir ramener du mouvement dans la zone et de pouvoir en douceur avoir des conseils adaptés sur quoi faire au tout début de ce parcours post-opératoire. Ensuite, effectivement, les mouvements adaptés, l'APA pour être en mouvement, c'est super. Et comme disait Lucie, le travail du souffle, c'est hyper intéressant, surtout en premier lieu, parce que déjà, ça mobilise aussi le diaphragme et donc ça vous permet aussi une certaine détente du corps. Ça fait aussi bouger toute la sphère abdominale et digestive. Et donc là aussi, ça vient apaiser tranquillement vos organes et votre corps. Et nous, ce qu'on a aussi dans l'application Résilience, on parlait du programme en mouvement, mais le programme yoga a été créé avec une enseignante de yoga qui elle-même est passée par le cancer par 2 fois et qui propose un yoga doux et adapté aux circonstances médicales du cancer, qui exprime souvent aussi pour des adaptations de chaque posture selon les différentes circonstances de la maladie, pour effectivement s'assurer que vous êtes sur des mouvements qui sont justes, qui sont doux, qui sont lents et qui sont adaptés. Voilà des pistes de réponse pour... Gardez en tête que c'est pas parce que c'est pas dur musculairement que c'est pas efficace. Les abdos, ça peut se faire en douceur, on n'a pas l'impression d'y travailler et pour autant, vous allez le voir rapidement dans votre sangle abdominale. Tout à fait. Tout à fait. Pas obligé de déplacer des montagnes pour renforcer son corps. Exactement, il n'y a pas que les crunchs dans la vie. Exactement, je voulais pas l'introduire, mais... Alors, on a aussi un message qui nous a été envoyé qui nous dit bonjour mesdames, j'ai un cancer du côlon, j'ai été opérée en mai 2021 et suite à cette intervention chirurgicale, il en résulte une grosse éventration. Je suis toujours sous chimiothérapie récemment, je suis retombée sur un flyer qui propose des cours de danse latine, ce qui m'intéresse. Puis-je, du fait de cette éventration, pratiquer cette activité qui me semble intense sans problème ? Je voudrais aussi savoir si je peux faire des abdominaux sans risque. Merci d'avance pour vos réponses. C'est difficile d'apporter une réponse individualisée sans vous avoir vu. Bon, déjà, je ne suis pas médecin, donc le mieux pour connaître les limites, c'est d'en parler à votre médecin. C'est possible qu'il vous propose une opération pour justement réduire cette éventration et vous permettre de refaire une vie comme avant. En tout cas, pour les éventrations, je pense qu'il faut garder en tête, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de douleur. Si la douleur, elle augmente, c'est possible que l'hernie, elle augmente. Donc, pareil, toujours dans le respect de votre corps. Tout ce qui est hypopressif, ça va plutôt normalement venir soulager cette hernie. Mais encore une fois, si c'est trop important, il vaudra mieux consulter votre médecin pour s'assurer de la faisabilité ou pas des exercices abdominaux. Ce qui est le plus facile à mettre en place, c'est tout ce qui est hypopressif, en y allant doucement, en s'assurant que le ventre il rentre bien sur l'expiration et qu'il n'y ait pas cette douleur qui s'intensifie au niveau de l'hernie. Et si vous n'êtes pas sûr, allez consulter votre médecin. C'est pareil pour la danse latine. Si c'est un peu intense, ça peut... je ne suis pas sûre que ça augmente l'hernie, mais ça ne va pas forcément avoir un impact de la réduire. Et encore une fois, si avec le poids de l'hernie vers le bas, avec la danse, ça augmente la douleur, rapprochez-vous de votre médecin. Je pense que ça, c'est important. Super. Et puis encore une fois, c'est s'écouter. Enfin, encore une fois, si vous voulez tester, comme il me semble que c'est Philippe qui nous disait qu'il faisait de la danse en ligne, la vigilance première, c'est faites les mouvements. Vous pouvez avertir, si vous allez en cours en physique, en présentiel, avertir l'enseignant ou le praticien qui va guider le cours
que vous êtes sous traitement ou que vous êtes en rémission récente d'un cancer de tel type, dans telle localisation de votre corps. Et puis derrière, en fait, dans votre pratique, de vous responsabiliser, de vous dire, je vais suivre les mouvements. Si à un moment, je suis à bout de souffle ou si je sens que mon cœur s'emballe ou si je sens une douleur quelque part, j'écoute mon corps et si c'est trop douloureux, je m'arrête, je fais une pause, je prends une gorgée d'eau, je m'assois. On reste des personnes humaines avec des jours avec et des jours sans, avec des jours avec haute motivation, des jours sans motivation. On n'est pas à se flageller et à se donner des coups et à se dire il faut. Ramenons encore une fois de la joie, de la légèreté, de l'envie à ces mouvements, à ces pratiques que vous avez envie de faire, parce qu'on sent l'envie que vous écrivez dans ce message. Donc, si vous en avez envie, essayez. En revanche, effectivement, c'est parlez-en d'abord à votre équipe de soins pour qu'ils soient d'accord sur cette pratique en amenant le flyer. Et puis ensuite, quand vous allez à ce cours, si vous deviez y aller, avertissez la prof de danse, le ou la prof de danse latine, que vous êtes en cours de traitement et que vous êtes en rémission récente de tel cancer. Et puis ensuite, restez à l'écoute de votre corps le temps de la pratique pour voir comment vous vous sentez. Moi, j'avais une question supplémentaire parce que c'est aussi des questions qui reviennent pour des patients qui sont, par exemple, en gastrostomie ou par alimentation externe par sonde, mais qui souhaiteraient quand même être en mouvement. Quelles sont tes recommandations ou tes conseils et j'aurais aussi la même question pour des gens qui ont subi une intervention chirurgicale induisant une prothèse ou une amputation, donc un changement plus conséquent du corps, et comment, là aussi, dans ce cas-là, pouvoir à la fois se réapproprier son image, son corps, et être en mouvement de manière sécure. Et stomie ou sonde, en soi, il n'y a pas de contre-indication. Quand tout ce qui est sur la sangle abdominale, on fait du renforcement en hypopressif, au contraire, ça va venir renforcer toute la sangle abdominale, éviter les complications post-opératoires telles des hernies, si on le fait assez tôt et suffisamment progressivement, encore une fois. Donc, sur la stomie, il n'y a pas de complications. Il faut juste apprendre les bons mouvements. Je pense que c'est ça au départ qui est important. Ça paraît tout simple de rentrer son ventre quand on expire et qu'on veut contracter son transverse, mais c'est pas si simple. Nous, par exemple, à la CAMI, surtout pour des apprentissages après des chirurgies du côlon ou de la prostate, on va venir s'assurer en touchant le ventre du patient avec la main que la contraction au niveau du transverse, elle est bien faite et que les abdos ils sont contractés de la bonne façon pour pas qu'il y ait de complications. Donc, si vous étiez déjà très actif sur des mouvements type pilates, yoga, en fait, ça, vous l'avez déjà appris, donc vous pouvez le mettre en place en autonomie. Si vous n'êtes pas trop sûr que votre ventre se contracte de la bonne façon, pareil, il faut vous faire aider. Trouvez des professionnels en activité physique adaptée qui sont formés et qui pourront vous accompagner, ou des kinés s'il n'y a pas de professionnels à pas qui sont formés proches de chez vous. Mais en soi, il n'y a pas de contre-indication, si ce n'est d'éviter de renforcer les gros abdominaux qui vont vous tirer le ventre vers l'extérieur. Voilà. Et encore une fois, s'il y a des douleurs, il faut arrêter. Ok. Et en cas de prothèse ou d'amputation ou de changement plus important du corps? Ça, je pense, moi, ça m'est déjà jamais arrivé de prendre en charge ce type de patient, donc je ne pourrais pas avoir la bonne réponse certainement à vous apporter. Mais je pense qu'encore une fois, il faut juste que le corps réapprenne à se mettre en mouvement. Il n'y a pas de limitation. Il y a des sportifs de haut niveau qui font des prouesses de leur corps alors qu'ils ont une amputation. Donc, il n'y a pas de limite. Il faut juste laisser le corps le temps de se remettre en mouvement. Tout à fait. Et je ferai aussi juste un petit clin d'œil à Violaine, qui est notre enseignante du programme de yoga, qui avait tendance à rabâcher aux élèves que passer de la position assise à la position debout, ou passer d'une position où la tête est en bas à une tête qui est haute, c'est des positions qui peuvent aussi vous donner le tournis, vous étourdir un peu. Malade, pas malade, et donc encore plus dans le cas de patients qui sont en cours de traitement ou en rémission récente, allez-y mollo, allez-y doucement, prenez le temps, écoutez votre corps, et progressivement, vous reviendrez à un rythme qui sera plus rapide par la suite. Mais cette douceur, et je sais ô combien, puisque je suis passée par là, que ce cancer nous apprend la patience, et que parfois, notamment quand on entend la fin des traitements arriver, voire la rémission être acquise, on a envie à nouveau de se remettre dans un rythme effréné.
mais cette patience doit encore être présente quelque temps parce que effectivement votre corps, et ça souvent les médecins le disent, une fois en rémission, il faut entre 1 an et demi et 2 ans avant que vos prises de sang redeviennent à peu près, je dis bien à peu près, normales. Donc vraiment, votre corps, il va avoir besoin de récupérer physiquement des traitements que vous avez reçus. Donc pendant les traitements, c'est déjà très costaud parce que votre corps, il se bat déjà de plein de manières différentes contre le cancer qui est dans votre corps. Mais une fois en rémission, là aussi, c'est soyez en douceur et encore une fois en légèreté, en curiosité, dans ce côté un peu enfant de qu'est-ce que j'ai envie de faire qui va me faire du bien, dans une activité qui va m'apporter de la joie et non pas dans le il faut, je devrais, parce que je dois perdre du poids ou parce que je dois pouvoir courir un marathon ou parce que ne vous mettez pas des objectifs trop élevés. Encore une fois, la progression, c'est ce qui vous permettra d'être fier de vous aussi et de vous rendre compte que petit à petit, si la première semaine, vous marchez 3 minutes et que la semaine suivante, vous marchez 5, voire 10 minutes, c'est déjà un énorme acquis, en fait. Et petit à petit aussi, votre endurance va s'en retrouver améliorée. Et après, le cercle vertueux va se mettre en place. Je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est que vous en êtes capable. Et déjà, d'être là ce soir et de nous écouter ou de l'écouter en replay, c'est déjà avoir mis le pied dedans et déjà, vous êtes dans l'action. Donc, bravo déjà de nous écouter. Et voilà, vous en êtes capable. Il faut y aller petit à petit, comme disait Anne-Sophie. Mais vous allez y arriver. Alors, et oui, j'avais une dernière petite question, effectivement. On parle aussi souvent du sujet de, une fois en rémission, cette peur de la récidive, de cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et est-ce que l'activité physique peut aider? Quelles sont un peu les croyances qu'on peut avoir autour de ça? Et est-ce que effectivement, ça peut être pertinent aussi de rester en activité physique une fois en rémission? Il faut prendre l'activité physique comme un traitement en plus pendant la phase de traitement qui va vous aider à mieux supporter les traitements médicamenteux que vous avez. Mais l'activité physique, elle doit continuer après la phase de traitement, justement. L'activité physique, ça va être un des leviers qui va permettre de réduire le risque de rechute. Dans certaines études, pour le cancer du sein, ça s'élève à 50% de risque en moins si l'activité physique elle est suffisamment régulière et intense. Donc, il faut quand même petit à petit essayer d'avoir une activité physique modérée et intense. Mais c'est un vrai enjeu. Il ne faut pas... déjà, la maintenir pendant la phase de traitement, c'est déjà super, mais il faut vraiment le prendre comme... mon traitement, il continue par l'activité physique. En me faisant du bien, je vais réussir à réduire mon risque de récidive. Et on peut même y prendre goût. Oui, il y a beaucoup de... Je me rappelle d'une de mes patientes, d'ailleurs, elle s'appelait Violaine aussi, une parmi d'autres, mais qui détestait l'activité physique auparavant. Elle s'est mise à faire des séances avec moi et à aller marcher avec les patientes avec qui elle faisait des séances avec moi en salle. Et maintenant, dès qu'elle ne fait pas sa marche d'un ou 2 jours, elle me dit « Oh là là, Lucie, ça ne va plus, je suis devenue complètement addict à l'activité physique. » Donc, comme quoi, c'est possible. Exactement. Bon, je vois qu'il est déjà 19h28, donc on arrive au terme de ce rendez-vous qui a été riche. Et on vous remercie de toutes vos questions et de tous vos messages. Ça n'arrête pas dans le chat et ça fait plaisir à voir. Est-ce que, Lucie, tu aurais quelques mots de conclusion sur ce sujet, si tu devais laisser un message à celles et ceux qui sont connectés avec nous? Je dirais encore une fois, bravo d'être là, bravo pour tous ceux qui s'y sont mis. On a vu plein de beaux messages aussi d'encouragement les uns vers l'autre, c'était très chouette à lire. Quelle que soit l'activité, quel que soit le temps, bougez. Sortez au lit, à la maison, dehors, qu'importe, mais bougez, vous en êtes capable, ça va vous faire du bien. Ouais, et vraiment, encore une fois, l'association Camille Sport et Cancer, c'est une association nationale qui a de nombreux comités dans plein de villes de France. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. C'est des praticiens comme Lucie auxquels vous aurez affaire et qui vous accompagneront sur votre chemin de se remettre en mouvement. Il y a tellement de manières de pouvoir être en mouvement au quotidien et chacun a sa recette qui lui est propre et c'est OK. Donc, en fait, explorez, essayez, ayez de la curiosité, de la légèreté, de l'envie. C'est ça qui vous nourrira aussi votre motivation, sans vous mettre des objectifs trop hauts. En tout cas, pendant les traitements, il y a quand même aussi beaucoup de douceur à se donner à soi-même. Et puis, bon mouvement, en fait. Enfin, encore une fois, il y a tellement de manières d'être en mouvement au quotidien. Trouvez chaussures à votre pied, trouvez quelque chose qui vous fasse du bien. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite.
Quelques mots de transition. Le prochain rendez-vous résilience échangeons ensemble sera fin juin et ce sera une conférence sur comment cuisiner ensemble, des conseils pratiques sur comment cuisiner pendant et après le cancer. Vous recevrez un email d'informatif prochainement avec le lien d'inscription à cet événement. Si vous souhaitez vous y inscrire. Et il y aura par ailleurs, et donc ça c'est aussi, je vous partage l'information, il y aura aussi un rendez-vous méditation avec Rachel le 16 juin à 18h30. Donc, vous recevrez à nouveau les 2 liens d'inscription prochainement. N'hésitez pas à vous y inscrire. Peut-être que dans le chat, on pourra aussi vous partager le lien pour vous inscrire d'ores et déjà. En tout cas, on espère que cette conférence sur l'activité physique adaptée vous a plu, qu'elle a pu répondre à certaines de vos interrogations, certaines de vos questions. On vous enverra aussi par mail quelques questions de sondage pour savoir effectivement vos impressions sur ce rendez-vous, des thématiques éventuelles que vous souhaiteriez qu'on aborde par la suite. En tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée. J'étais ravie à nouveau d'être là et de pouvoir avoir cette conversation avec Lucie. Et je vous remercie infiniment. Et donc, bonne soirée. Merci à tous. Merci Anne-Sophie. Merci à toi, Lucie.